Alors aujourd'hui, sur le thème comment changer la personnalité, je suis, euh, je suis dans un service avec un chef, évidemment, un chef de service. Et alors, il est spécialement terrible parce qu'il considère manifestement assez peu ses employés. Il nous envoie, il nous envoie en mission dans des endroits qui sont complètement incohérents par rapport à nos lieux de vie, donc ce qui fait que on a beaucoup trop de déplacements on double les déplacements par rapport à ce qu'on aurait pu organiser si les missions étaient cohérentes avec nos domiciles. Il fixe des heures de réunion qui correspondent parfois à d'autres réunions. Enfin, c'est un bazar pas possible et on n'est vraiment pas considéré. Et justement, le sujet du jour, c'est de demander à Robert comment il est imaginable de, de rendre cette personne un petit peu plus consciente de son personnel. Oh, la question est importante, elle est peut-être un peu plus large, mais je vais le dire, en fait, et qui nous permettra en fait de pouvoir approfondir la question, j'entends, c'est comment on peut changer la personnalité de quelqu'un. C'est-à-dire que dans sa manière de faire au quotidien, il a un ensemble de comportements qui est rigidifié, qui marque ce qu'on peut dire une personnalité. Et très souvent, moi, on m'a posé la question, ben, est-il possible de changer la personnalité? Et moi, je me suis dit, mais en fait, comment on pourrait définir structurellement une personnalité avant de pouvoir dire et comment on peut la changer? En fait, c'est quoi une personnalité? Alors, si je reprends ton exemple, enfin, du personnage, bon, considérons qu'il prévoit pour son équipe un planning des activités. Quand il fait ce planning-là et qu'il est en train de devoir, en fait, c'est quoi les éléments qu'il prend en compte? C'est-à-dire, les micro-décisions qu'il va prendre pour dire à un tel va faire cette mission ou à un autre une autre mission, à chaque fois qu'il va choisir d'affecter une mission à un de ses collègues, nécessairement, il va prendre une micro-décision à partir de ce, comme tu disais tout à l'heure, en présentant le quatrième récit, il va prendre en compte des éléments de la situation et il va prendre en compte des importants. Et on remarque qu'une personnalité, il a toujours la même manière d'organiser ses importants. On va voir qu'au niveau des perceptions, il peut en prendre beaucoup différentes. Mais au niveau de comment il va identifier les enjeux importants et comment il va les hiérarchiser, c'est là qu'on va découvrir ce qu'est une personnalité. Alors, si on regarde le monsieur, alors, il faudrait peut-être travailler un peu plus avec lui, mais là, quand il fait ses plannings, c'est quoi qui est important pour lui? Apparemment, ce qui est important, c'est l'activité qu'il a à faire, hein, et les collègues, ils sont des pions, enfin, le mot pion n'est pas très bien ajusté. Ils sont Des des objets. ouvriers, des travailleurs, des employés, des moyens, alors, le mot serait plus juste, des moyens qui lui permettront d'atteindre la réalité. Mais la prise en compte de la personne qu'il est en face de l'employé comme personne, avec tout ce qui fait ses contraintes, et il prend pas l'employé comme une personne, il le prend comme un moyen. Et à ce moment-là, si les employés sont que des moyens, si on veut l'aider, si on veut travailler la capacité à changer sa personnalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avec lui faire découvrir que
un employé, il est un important. Enfin, et non seulement voir que l'employé est un important, mais il faut aussi voir comment il va hiérarchiser. Est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est la rentabilité de l'activité ou est-ce que c'est l'ajustement de la personne à l'activité? Et tant qu'il n'aura pas saisi que l'employé est une personne dont il doit prendre en compte toute sa réalité, eh bien, il hiérarchisera toujours un planning en fonction de l'activité, non pas en fonction des personnes. Et ce qui pourrait être important pour lui aussi, c'est aussi dans cette fonction-là, il y a l'activité à faire, il y a l'employé, mais il y a aussi lui. Comment lui, il se prend en compte. Il se pourrait que lui, dans ce moment-là, ce qui est plus important pour lui, c'est que l'activité soit faite, mais il n'a rien à faire des personnes. Mais va être important, c'est lui et le temps qu'il passe à faire ce truc-là, à faire ces plannings-là. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, il hiérarchise, il découvre que lui est un important aussi dans cette situation-là et que peut-être il passe avant ses collaborateurs. Et c'est parce que on va transformer la capacité à concevoir les enjeux de la situation. Dans le cas ici, c'est les activités, les collègues et lui-même, et non seulement qu'ils les perçoivent dans leur importance en tant que personne si on est sur les employés, mais aussi qu'ils puissent arriver à hiérarchiser différemment ces trois éléments. Et à un moment donné, il va falloir que l'activité doit être faite, on est clair, mais dans ce moment-là, dans les manières d'organiser l'activité, à un moment donné, il dira, mais ce personnage-là, il a une vie personnelle, il est dans un espace géographique ça va lui faire beaucoup de trajets, et donc il va pouvoir en effet mettre en premier que l'activité sera dans cette situation seconde et non pas secondaire pour mettre les personnes en situation première. Et c'est ce qui m'a fait découvrir qu'en effet, que si on arrive à identifier qu'une personnalité, ça se vérifie tous les millièmes de seconde quand on prend des micro-décisions, et comme dans le modèle des micro-décisions, on s'aperçoit que ce qui est à l'origine de la décision, c'est la hiérarchisation des importants. Et donc, on peut changer une personnalité si la personne accepte de se remettre en question sur la prise en compte des enjeux et la hiérarchisation. Et Pour pratiquement, ça, oui, vas-y, pratiquement, j'allais te le partir là-dessus. voilà, justement, parce que la théorie, on la comprend bien. D'ailleurs, ce que je tiens à relever, c'est qu'en fait, non seulement la personne dans ce cas prend les autres pour des moyens, mais elle-même aussi. Autrement dit, on voit très bien la dérive qui va arriver en termes de burn-out éventuellement, puisque étant un moyen lui-même, il risque de ne pas tenir compte de ses propres importants. Exactement, et de sa personnalité lui-même, en effet, Ouais. il peut, s'il hiérarchise l'activité, il peut en effet se perdre complètement. Alors, pratiquement, parce que là j'entendais, mais c'est bien beau ta théorie. Alors, elle était nécessaire parce que il y a très peu de gens, quand je pose moi la question, mais c'est quoi une personnalité? Il y a très peu de gens qui sont capables de pouvoir l'identifier. Donc, c'est pour ça que le moment théorique était important. Mais en effet, maintenant, pratiquement, comment je fais pour faire prendre conscience à la personne des enjeux de la situation? C'est là que notre technique sur l'interrogation de l'action, c'est-à-dire l'idée, c'est au moment où il fait son planning et où, par exemple, que tu n'es pas, toi, satisfait du planning qu'il te fait au niveau des déplacements. Ta technique à toi, c'est tout du pouvoir lui poser la question, mais attends, quand tu m'as mis là, c'était quoi qui est important pour toi? C'est-à-dire que toi, tu peux, alors, sans l'accuser, le problème, c'est que dans ce moment-là, il faut jamais que le ton qu'on a accuse. Mais quand tu as fait ça, tu as pris en compte quoi? C'est quoi les éléments que tu as pris en compte? Et c'est quoi qui est important? Et cette question-là,
il y aura toujours une réponse défensive au départ, hein, une réponse de dire ben oui, il faut le faire, et puis c'est toi qui est compétent là-dessus. Ok, peut-être, mais est-ce que dans ta décision, tu m'as pris réellement en compte ou c'était quoi qui était le plus important? Et cette question-là, si elle n'est pas accusatrice, elle fait grandir dans la pensée de l'autre la nécessité de prendre en compte l'autre avec plus d'éléments, quoi. Mais il ne faut pas l'accuser. Ce que je te propose, Robert, c'est qu'on joue justement. Là, cette fois, je prends la place du chef de service. Et donc, là, tu peux mener l'entretien si tu le souhaites, si tu penses que c'est utile. Exactement, c'est un point. J'allais rajouter de dire, en effet, comment on peut faire avancer la démarche en sachant que c'est quelque chose qui ne peut pas se changer immédiatement et donc il faut faire avec beaucoup de bienveillance. Donc l'idée, c'est on peut essayer de voir comment toi, enfin, comment ça s'est passé pour toi sur un déplacement et donc voilà et à la limite, tu me poses, enfin, tu me poses à moi, enfin, soit tu me poses à moi les questions que je t'ai dit de lui poser, euh, Alors, ou tu me. je, Voilà. je préfère faire l'inverse si c'est possible. Donc, je me mets en position du chef de service Ok. et, et je t'interpelle. Je te dis, écoute, Robert, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ils font tous la gueule, ils sont jamais contents. Je leur fais des plannings et en plus, ça leur plaît pas. Ils ont qu'à les faire eux-mêmes, quoi. Hein. Je veux dire, on s'en sort pas. S'il n'y a pas de planning, Alors, c'est le bordel, quoi. alors, ben, je te propose à ce moment-là, donc je me mets, je te demande, ben moi, comment moi j'ai reçu mon planning, tu vois, je te dis, je vais te dire, enfin, moi, regardons moi comment j'ai reçu mon planning. Quand j'ai reçu mon planning, ben, j'ai vu que sur mon planning, alors les collègues, c'est à peu près la même chose, mais moi, je vois qu'à un moment donné, tu me fais faire 500 kilomètres euh, pour ce truc-là, alors qu'il y a peut-être il y a un collègue là qui pourrait qui est plus proche. Donc toi, quand tu as fait ça, tu as pris quoi en compte, quoi? Voilà. Et j'ai pris en compte d'abord la mission et l'intérêt du service, parce que de toute manière, il faut bien y aller. Et puis, je vais te dire une chose, Robert, il y a, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, on ne se posait pas ce genre de questions. Hein. On prenait le train et on rentrait chez soi à 22 heures. Voilà. Ça. C'est vrai que pour l'ancien temps, je sais que c'est OK dans l'ancien temps. Mais en effet, aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Et c'est quoi, en effet, c'est quoi qui a changé aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on a une famille, on a des enfants, et alors le travail n'avance plus. Et voilà. Et alors, est-ce que le travail n'avance plus dans ce moment-là? Est-ce que tu es sûr? Ou est-ce que, en effet, on prend en effet en compte plus notre famille? Mais allons plus loin. Mais quand, je te fais l'hypothèse, peut-être tu as pensé que pour cette action-là, j'étais le seul qui avait les compétences qui étaient nécessaires. Peut-être tu as pensé ça, je ne sais pas, par rapport Bon, à. alors c'est vrai que quand on regarde objectivement, Marcel qui habite du côté de là où doit se passer la mission, il a la même compétence et il aurait pu y aller effectivement, mais ça m'aurait obligé à reprendre le planning et déjà que j'ai terminé à 21 heures, ça commençait à bien faire. Alors effectivement, écoute, moi ce que je te propose c'est que pour ce mois-ci tu suis le planning. Par contre, je ferai attention à la localisation des gens. Je le prendrai en compte pour le mois prochain. Ben, ok, ben, sur ce point-là, ok, c'est le point qui était, en effet, à mon avis, le plus important, c'était en effet de voir que si on était au même niveau de compétence, parce que peut-être il y a des choses où il y a l'un ou l'autre est plus fort dans un truc, donc je pensais que ça pouvait être présent, mais dans cette situation-là, c'était plus, si j'entends bien, ce qui était important, enfin, de ne pas passer trop de temps sur ce temps-là pour ton temps, et j'entends. En effet, pour cette fois-ci, on passe, mais moi, il me semble que la question qui se pose aussi auprès de ce que tu me dis des collègues, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il se pourrait qu'ils ne sentent pas assez de reconnaissance de leur part ou que ce soit pas
pas assez explicite. Et mais pour moi, ok, j'accepte la mission pour cette fois-ci, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors, j'en profite pour étendre le dialogue, parce que là, c'est sûr que dans une telle situation, on n'est pas loin du conflit. Concrètement, en entreprise, ça se retrouve comment? Ben, ça se retrouve par de la maladie, par de la grève, par de la gueule. Enfin, bref, en tout cas, c'est sûr que ça va pas améliorer les choses. Et encore, là, on est dans une situation où tout fonctionne. C'est-à-dire que là, en faisant un planning pourri, comme, comme ça a été le sujet, si je dois demander encore un petit effort de plus, parce que évidemment, il y a eu un imprévu, là, en tant que chef de service, je vais être coincé, parce que déjà que j'ai mis la pression pour un fonctionnement nominal, si j'en demande davantage, là, la machine va se bloquer. Et je vais être obligé de le faire moi-même. Tout à fait. Et c'est vrai ce que tu dis. La question, c'est que ça nécessite que le chef de service soit dans la position dans laquelle tu étais, qui se pose une question. Les collègues, ils râlent, je ne sais pas d'où ça vient. Donc là, on est déjà dans une situation où le chef de service se remet un peu en cause. Il n'est pas complètement fermé. Il a déjà de l'ouverture. Et dans ce moment-là, je peux rentrer Hmm. moi, employé, je peux rentrer dans la logique de compréhension et de questions que je peux lui poser. Si le chef de service n'est pas dans cette position de penser son action, alors c'est beaucoup plus compliqué comme démarche et ça prend un peu plus de temps, mais on serait dans la même logique. Il pourrait dire, pour être un peu plus ferme, mais vous m'énervez avec vos trucs, moi j'ai pas le temps de le faire et l'équipe peut rentrer en tension. Alors, dans ce que j'ai un jour vécu, alors moi j'étais en analyse de pratique et c'est l'équipe qui me pose à un moment donné la question, mais comment on peut changer la personnalité de notre chef de service? Mais l'équipe était déjà elle aussi très en bienveillance par rapport à son chef. Et ils n'avaient pas les moyens, ils ne savaient pas comment faire. Et c'est quand moi je leur ai donné ce que je viens de te donner là maintenant, l'équipe a trouvé le moyen de poser les questions leur chef de service et ça a permis de vraiment améliorer les affaires. Mais on voit qu'il faut que soit que le manager se mette en situation de questionner son action, ouais, je ne sais pas d'où ça vient, soit il faut que l'équipe, elle aussi, puisse avoir la capacité de poser cette question-là sans accuser le chef de service. Oui. Et pour ça, ben, il faut que l'équipe soit accompagnée par un manager, un manager ou un consultant qui prenne non pas la position de domination, soumission qu'il peut y avoir dans la représentation qu'on peut avoir sur un chef et les employés, mais qu'il puisse rendre à chacune des personnes la capacité de pouvoir penser, quoi. Robert, le temps que tu respires un petit peu, est-ce que pour Jean-Luc et pour Anne et pour moi aussi, tu peux nous rappeler la différence entre l'autorité de service et, et l'autorité de pouvoir? Puisque quelque part, on n'est pas loin de ce sujet, qui a déjà été évoqué par ailleurs dans une vidéo, mais il nous reste à peu près un petit peu moins de 10 minutes. Je pense que c'est cohérent. L'idée, cet après-midi, j'ai eu un directeur qui était très en difficulté avec sa direction générale parce que, en effet, cette direction générale euh, pensait avoir la pensée globale, la pensée de comment il fallait mener un établissement. Et on est là, la direction générale se positionne en autorité de contrainte parce que elle imagine comment on doit faire du commercial dans un EHPAD en particulier. Donc, cette idée-là, c'est que l'autorité de contrainte, l'autorité de contrainte pense que elle connaît la situation et elle applique ses vérités, ses connaissances comme une forme de dogme. Alors que quand on se positionne en autorité de service, même si j'ai un grand savoir que je suis un grand chef, en fait,
la situation que les gens vivent, que ce soit les collègues professionnels, que ce soit les chefs de service, que ce soit les directeurs, là, moi, même si je suis le PDG de la démarche et que j'ai un grand savoir, je ne sais jamais avec exactitude quelle est la réalité de la vie de chacune des personnes. Et c'est là que la position de serviteur vient s'intéresser à comment les gens voient les choses, comment se développe la situation. Et donc, je vais me mettre au service de la situation pour la faire apparaître, voir les éléments qui la composent, quelles sont les contraintes spécifiques qui peuvent les avoir et comment, qui peuvent la déterminer et comment les gens, les professionnels, les directeurs, les chefs de service vivent cette situation-là. Et à ce moment-là, je me mets à découvrir avec eux quelles sont ces contraintes-là et moi, dans mon autorité de service, eh bien, je me mets je me dis, ce qui fait contrainte, ce qui va me faire contrainte, ce qui va faire contrainte, autorité de contrainte auprès des professionnels, c'est la situation qui fait contrainte. Est-ce que j'ai été clair? Oui, très, très clair, mais moi j'ai eu des situations assez contrastées, hein. Dans les directeurs de boîtes où je suis passé, certains disaient, c'est pas à l'âge que j'ai que je vais changer. Et donc le discours était assez compliqué Exact, tout à pour fait. échanger. Et d'autres, Exactement. effectivement, se disaient comment on peut améliorer un peu le fonctionnement. Il y a des choses qui parlent, essayons de prendre des décisions un peu plus collectives. Alors, c'est la question. La première remarque, c'est comment, c'est pas à mon âge que je vais changer. C'est parce qu'en effet, enfin, idéologiquement ou de façon théorique, on dit que on peut pas changer les comportements. C'est pour ça que je présentais la démarche de la découverte que j'avais fait sur la structure d'une personnalité. Et en effet, on peut dire ce chef-là, qui a une grande autorité certainement, enfin qui a pas mal d'expérience, dire en effet, on va pas changer structurellement ta personne, mais dans la situation là, est-ce que tu peux me dire c'est quoi qui a été pour toi le plus important? C'est-à-dire, je vais le ramener à l'analyse de la situation et non pas l'analyse des éléments de perception de la situation, mais ce qui pour lui a été le plus important. Et on va s'apercevoir que même ce personnage-là, il y a des fois, il va prioriser l'activité, des fois, il va se prioriser lui-même et des fois, il va prioriser les autres. Et c'est en lui faisant découvrir que la hiérarchisation de ces importants peut changer en fonction de la situation, on va l'aider à pouvoir prendre des décisions qui qui va pas remettre sa représentation qui peut pas changer, mais qui va remettre en question la possibilité d'avoir une action, une décision qui ne dépend pas de sa personnalité, mais qui dépend de la situation. Par exemple, dans le directeur qui me disait, mais les grands chefs, là, ils parlent, enfin, on peut pas les rencontrer, ils nous font des réunions, ils nous apportent tout leur savoir, et on n'arrive même pas à les rencontrer. Et à un moment donné, je lui dis, mais il n'y a pas eu un moment où il y a eu un échange au repas ou un truc comme ça. Ah non, c'est hyper compliqué. Mais par contre, il me dit, j'ai vu le DRH, j'ai vu le DRH il est venu me saluer. Et je lui dis à ce moment-là, alors, il le vous voyez, mais vous vous rendez compte là, est-ce que quand vous parlez comme ça, comment comment nous on peut recevoir ce truc-là alors il connaissait ma démarche qui était de dire comment je vais mettre une question dans la tête de ce chef-là pour que dans la nuit la question de travail elle lui mettre un peu le bousin dans la tête, hein. Enfin, c'est ce que je travaille avec les radicalisés, mais c'est-à-dire trouver le petit instant où je vais pas me soumettre à la pensée de dominatrice qui est aujourd'hui, mais je me dire à tout instant, je vais avoir une question
qui va pas rendre l'autre tranquille, quoi. Alors, mais pour ça, il faut le faire avec une grande finesse et à un moment donné qui soit pas un moment donné professionnel. On est à côté on est entre deux portes, quoi. Et on va poser une question et il pourra plus dormir tranquille, quoi. Alors, après, je reposais, envoyé ce truc-là, et il me disait, mais ils sont inatteignables. Alors, je lui disais, mais est-ce que tu as connu le film, le discours d'un roi de Georges V, là, qui arrivait pas à parler, et de voir comment c'est son épouse qui lui a fait découvrir le, le, le gars qui va l'aider et qui a aucun diplôme. Et je dis, tu vois, quand tu vois le DRH, tu dis, oh, moi, je connais un gars là, un gars qui il paye pas de mine, enfin, mais il est quand même assez intéressant. Hop, et je me retire. La démarche, comment je vais envoyer une bouteille à la mer pour tenter de faire en fait, mon idée première, c'est comment je vais avoir confiance dans le cerveau humain qui est en face de moi, qui fait que quand il a une question, un cerveau humain, quand il a une question sans réponse, c'est sûr qu'il ne peut plus dormir, quoi. Voilà. C'est une très bonne Voilà, idée, effectivement. Et il y a beaucoup de finesse dans la façon d'approcher les choses. Ça mérite effectivement bien réflexion parce que c'est sûr que c'est des arguments qui peuvent porter. alors, c'est vrai, Jean-Luc, comme tu dis, ça demande qu'il faut qu'on change notre logiciel de pensée d'une certaine Mhm. manière. Il faut qu'on arrive c'est pour ça que j'ai commencé un peu par la théorie, de penser un peu comment le cerveau pense, comment il fonctionne et comment en fait, pourquoi on a des rêves, pourquoi on a des cauchemars. C'est que le cerveau, il travaille la nuit tout seul. Et l'idée, c'est que mon idée, c'est comment je vais mettre des questions qui peuvent pas rester sans réponse, quoi. En réponse, voilà. Mhm. Tout à fait. Non, mais c'est malin et c'est bien. Alors, Voilà. c'est vrai que lorsqu'on est avec des personnes très rigidifiées, ce qu'on peut voir aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui fonctionnent avec des dogmes plus on a des personnes qui sont avec des dogmes, plus c'est difficile d'approcher, d'apprivoiser, quoi. Il faut qu'on Mhm. soit énormément patient pour faire bouger les personnes. Mais quand on a réussi ce lien, je dirais ce lien d'affection de la personne et qu'on crée une relation, que dans la rencontre qu'on a eue, il y a une vraie relation qui se crée, on a fait une relation, ce que j'appelle une relation d'être. Là, on peut faire bouger les choses. Mais donc, je prépare là un travail sur le mal. Ces questions-là à Hitler, ça marche pas. Ces questions-là à Poutine, ça Mhm. risque de pas marcher parce qu'ils sont tellement rigidifiés dans leur truc que c'est très difficile à faire bouger, quoi. Mhm. Il y a une grande patience qu'il faut qu'on ait par rapport à des personnes qui ont été rigidifiées dans leur histoire et qui fait que nous, on peut ramer longtemps, longtemps, longtemps pour faire bouger ça, quoi. Voilà, Et- ou alors, comme tu dis, revenir toutes les fois qu'on a l'occasion sur ce type de questions. Exactement, Petit à tout à petit, en se fait. disant, ben, ça va bien finir par donner une petite graine quelque part. Et c'est vraiment cette idée-là, quoi, tout à fait. Mhm. Et sur un exemple radicalisé, quelle que soit la radicalisation, est-ce que tu as un exemple justement de témoignage Alors, un exemple que j'ai posé là dernièrement, donc on m'a invité au Maroc pour travailler, pour faire un exposé à l'université sur, ok, 4 minutes, ok, un exposé sur les économies, enfin l'économie capitaliste, l'économie dominatrice et l'économie solidaire. Donc il me posait cette question-là. Et au Maroc, donc, ils ont enfin, au Maroc, pas, dans le monde entier, il y a toujours ces deux économies qui sont parallèles. L'économie de marché, de domination, d'expropriation et autres, et une économie solidaire. Et donc, ils me disaient, eux,
que de fait, leur nation, les nazirs, je crois, ou un truc comme ça, ils ne s'étaient jamais fait piéger complètement par la politique des Perses et de l'Empire ottoman. Et ils avaient toujours gardé cette liberté de décision et de justice. Et je leur pose la question à ce moment-là, mais ok, vous avez vraiment résisté à ce truc-là, mais comment ça se fait que vous êtes fait piéger par la question de Dieu que vous reconnaissez Allah alors que ce n'était pas votre Dieu. Et là, donc je pose cette question-là, mais comment vous êtes fait piéger? Et je prends son discours sur la question de Allah comme la seule divinité. Et là, il me répond, c'est sacré. Et je me suis retiré. C'est-à-dire que j'ai mis dans sa tête une question qui pense, qui peut penser là. Comment ils ont fait et j'ai mis dans sa tête et je m'en vais. Et surtout, je vais pas dire, je vais pas m'offusquer par rapport à ça. Le travail avec le radicalisé que je fais avec les éducateurs et les psychologues en prison, mais dans la même logique. J'aide les éducateurs et les psychologues à ne jamais rationaliser, à ne jamais justifier si c'est bien ou pas bien la radicalisation, mais à un moment donné de leur poser la question, hey, comment tu vis dans ta cellule, comment ça se passe au quotidien, comment tu te lèves le matin. Et l'idée, c'est d'arriver à se faire penser quelqu'un au-delà des connaissances, sortir de la connaissance pour entraîner le cerveau à se poser une question, et une question existentielle. Ouais. Alors, mais même au niveau politique, quand on travaille avec des radicalisés de politique, si à un moment donné qu'on va, il faut créer une relation profonde, enfin qu'on soit reconnu réellement. Je l'ai entendu, il reconnaît que je l'ai entendu, on se reconnaît en tant que personne. Et à Tout ce à fait. moment-là, on peut poser une question qui va interroger les fondements idéologiques. Tout à fait, oui, entièrement d'accord. Ouais. Mais ce temps de créer la relation, ce que j'appelle une relation d'être, est fondamental pour faire ce chemin-là. Parce qu'elle nous dit, Plaisir, hein, c'est très intéressant. J'ai raté les premières propositions de Pascal, mais comme elles étaient enregistrées, j'ai pu aller les suivre. Et puis, vraiment, c'est des points, des questions qu'on se pose tous de toute façon dans notre activité de tous les jours. Donc, merci pour cette invitation. Anne, on voit